Bonjour à tous. Je vais commencer par des choses qui sont, voilà, qui souvent font parler en tout cas. Là, vous avez un extrait de l'inventaire Basémis. Basémis, c'est une base de données des émissions, donc en Pays de la Loire, qui est sous la direction de Air Pays de la Loire, qui est donc l'association de surveillance de la qualité de l'air. Et donc là, la première chose à regarder, c'est qu'en fait, c'est la part de chaque secteur dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ce sont des chiffres 2016. Donc au niveau français, vous voyez que la part de l'agriculture est de l'ordre de 20%, elle est de 34% pour la région. Alors ça s'explique parce qu'on est sur une région fortement rurale et peu industrialisée ou désindustrialisée, donc effectivement les émissions industrielles sont beaucoup moins importantes. Donc ça c'est une première chose à retenir, c'est que l'agriculture est un secteur qui est fortement contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. La nécessité donc pour l'agriculture, et je vais y revenir tout le long de mon intervention, c'est bien de contribuer à la lutte contre le changement climatique, puisque c'est une volonté gouvernementale qui est inscrite depuis longtemps et qui va se faire par trois leviers. La réduction des émissions, ça paraît un peu stupide de le dire, mais quand même, il faut le rappeler, le stockage de carbone dans le sol et la biomasse, et puis la production d'énergie renouvelable. Alors, ça c'est un schéma qui ne vient pas du tout de chez nous, que j'ai emprunté à l'Institut de l'élevage et qui a été réalisé aussi par Sarah qui est là. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu toutes les émissions, les postes des émissions dans une ferme d'exploitation bovine. Il faut savoir que 87% des émissions de protoxyde d'azote, donc un gaz fortement réchauffant, au pouvoir fortement réchauffant, est issu de l'agriculture, et 73% aussi des émissions de méthane. Le méthane ayant, alors ensuite, ces gaz-là en fait sont convertis en CO2, puisqu'on parle toujours d'émissions en CO2. On ne parlera jamais d'émissions en méthane comme ça, on ramène tout au CO2. Et il faut savoir que le méthane a un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur au CO2. C'est pour ça que la moindre tonne envoyée dans l'atmosphère de méthane, ça représente 25 tonnes de CO2. Donc ça amène un biais statistique qui fait que le méthane ressort comme un gaz fortement, qui est réchauffant effectivement, mais qui est prégnant, alors qu'en fait, il est peut-être moins que d'autres en valeur absolue. Alors, elles sont en plus, ces émissions, elles sont d'origine principalement biologique, puisque c'est essentiellement pour le méthane, par exemple, la digestion, on est en plein dedans pourtant, donc, la digestion entérique des vaches. Mais du fait que justement ce sont des émissions biologiques qu'on ne peut pas réellement mesurer, on a de fortes incertitudes pour les évaluer aujourd'hui, et donc on va aussi avoir des difficultés quand on va mettre en œuvre des solutions de réduction, puisqu'on va avoir du mal à savoir de combien exactement on réduit. Il faut toujours avoir ça en tête aussi, ce sont des ordres de grandeur qui font tourner des modèles, mais sur ces questions d'émissions, en tout cas pour ce qui concerne le méthane, c'est quelque chose où on a encore aujourd'hui de fortes incertitudes. Et puis, ça c'est des discussions qu'on a souvent avec Sarah par exemple, ça ne tient pas compte non plus des itinéraires techniques qui peuvent être mis en place aujourd'hui, dont on sait qu'ils sont souvent plus vertueux que les anciens. Alors ça, je passe très rapidement dessus, c'est pour vous présenter les polluants atmosphériques. Parce que là, je vous ai parlé des émissions, et quand on parle de changement climatique, on parle de gaz à effet de serre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des polluants qui partent à l'atmosphère, et deux principalement liés à l'agriculture dans notre région. L'ammoniac, le premier que vous voyez en vert, donc dû aux déjections animales. Alors,
L'ammoniac, celui-ci, pour l'instant, il n'est pas réglementé par l'Union européenne, mais on peut penser que demain, il le soit. Et puis, la deuxième source, ce sont les particules inférieures à 10 microgrammes qui sont essentiellement liées à l'épandage des produits. Eux qui sont, pour le coup, réglementés. Alors, quels facteurs du changement climatique donc, viennent impacter et impacteront l'agriculture? On sait aujourd'hui, l'idée du changement climatique, on est tous d'accord, ou en tout cas les experts du GIEC nous l'ont rappelé encore en fin 2018, le changement climatique est là et il va falloir faire avec. Et donc faire avec, ça veut dire aussi s'adapter. Et s'adapter sur quels facteurs? Les facteurs qui vont surtout toucher l'agriculture, c'est la hausse des températures. Ça, c'est indéniable et on a des travaux aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture sur tout l'ouest de la France et Météo France. Et l'augmentation des températures dans l'ouest de la France, on le sent déjà. Donc ça, c'est un fait. Il y a aussi l'augmentation de la concentration de CO2 qui fait un obstacle supplémentaire donc, à la filtration au rayonnement solaire. Il y a la variabilité des précipitations. Alors aujourd'hui, ce n'est pas clair. On ne voit pas trop dans quel sens les précipitations vont aller, si on va aller vers plus ou moins d'eau. Les modèles qu'on a aujourd'hui, où quand on regarde, on remonte sur les climats précédents, on ne voit pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que ça va être plus variable dans le temps et plus variable dans l'année. Et puis on va avoir affaire aussi à des événements extrêmes, des sécheresses, canicules, des orages comme on a eu l'année dernière. Au lieu d'avoir un orage assez fort, isolé, on en a eu 3, 4 à la suite. Et ça, ce sont des phénomènes qui sont récents. Donc on peut reprendre par exemple l'année 2016 où on a eu un printemps très pluvieux qui a été plutôt favorable au développement des maladies, donc il a fallu traiter derrière. Et puis l'été en été sec, donc une baisse notable des rendements, notamment sur les céréales, de 30%. Donc c'est des choses qui sont quand même importantes et que les agriculteurs sentent déjà aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, simplement la date des vendanges a avancé de plus de 20 jours. Alors là, vous avez le vignoble Cognacé dans le sud-ouest, mais on a exactement le même système ici en Pays de la Loire. Cet avancement est dû à une augmentation des températures entre avril et août, une augmentation à peu près de 2 degrés qui est perceptible sur le sud-ouest. Une exposition de la vigne lors de la récolte à un supplément de température, également, de l'ordre de 2%. Donc, pour éviter, on avance donc la vendange, merci. Et puis, on a aussi, on sait qu'avec un accroissement de 1,5 à 2 degrés, là je parle au niveau global, on saura faire. On saura, les agriculteurs sont toujours adaptés, continueront à s'adapter et on arrivera, avec les itinéraires techniques, à continuer à avoir un vin de qualité. En revanche, au-delà des 2 degrés, on devra absolument faire appel à la sélection génétique, donc au savoir de l'INRA, puisque là, on ne saura plus faire. Là, après 2 degrés, personne n'est capable de dire aujourd'hui comment ça va se passer. On est sur une augmentation, une trajectoire aujourd'hui de beaucoup plus de 2 degrés, puisqu'on est, nous, en France, et on n'est pas les moins bons, sur une trajectoire de 3 degrés. Donc, le GIEC nous a rappelé à l'ordre en octobre 2018 en nous demandant d'activer de manière à suivre la trajectoire de 1,5, mais ça va être très difficile à suivre, et si on veut la suivre en tout cas, il faut mettre en place des mesures rapidement, drastiques, puisque les experts s'accordent à dire qu'on aura atteint les 1,5 en 2030. 2030, c'est demain, donc voilà, c'est à l'échelle du climat, c'est une goutte d'eau. Alors là, c'est aussi une chose qui est connue et reconnue aujourd'hui, c'est la stagnation des rendements qui a été observée depuis 1996 et donc qui sont dues en partie au changement climatique. Alors là, la solution, par exemple, d'adaptation, ça va être de substituer, par exemple pour le maïs, de le substituer par du sorgho, qui est une culture qui demande moins d'eau et qui peut servir à l'alimentation des animaux tout pareil.
pareil. Donc là, on sait que, par exemple, ça, c'est des choses qui sont déjà en cours de réflexion. Voilà. Alors, sur les défis de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, il y en a 5. Il y a d'abord la gestion de l'eau, ça on en entend déjà parler, même dans notre région. Quid de l'irrigation demain, la gestion des ressources avec les autres secteurs, puisque tout le monde va vouloir de l'eau, il va y avoir là des conflits d'usage de l'eau qu'il va falloir arbitrer. Il y a la gestion des sols, la qualité des sols et leur résistance et leur capacité à retenir justement l'eau et leur résistance aux sécheresses. Il va y avoir une remontée des zones de production vers le nord. Au Canada, aujourd'hui, on plante des vignes, donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Une variabilité des revenus plus forte pour les agriculteurs, puisque, comme je vous l'expliquais, on ne saura pas si une année va être bonne, pas bonne. Il faudra avoir les reins solides et la trésorerie qui permettra de passer ces années moins bonnes. Et puis, surtout, développer une vision prospective et du conseil à long terme. Sur le long terme, aujourd'hui, on était l'autre jour encore avec des arboriculteurs, ils l'ont intégré. Ils l'ont intégré dans leur schéma, puisque quand on plante un arbre, on le plante pour longtemps, un fruitier. Donc les agriculteurs ont déjà, sur la vigne, sur l'arboriculture, ils ont déjà intégré des choses. Au niveau de l'année, pour ceux qui sont en céréales, c'est plus compliqué parce que eux, leur pas de temps, c'est l'année. Donc ils sont en permanence en train de toute façon s'adapter aux conditions. Et puis il y a l'entre-deux, qui est le système aussi qu'on retrouve beaucoup dans notre région, la polyculture élevage, l'élevage, où là on est sur des durées à peu près de moyen terme, et c'est vers ces exploitants-là qu'il va falloir vraiment avoir des stratégies d'adaptation et d'atténuation, parce qu'on va voir que c'est là aussi qu'on peut atténuer aussi le changement climatique. Alors, quel levier d'action, justement, puisque la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture émet, comme toute activité humaine aujourd'hui, mais elle a aussi les possibilités d'atténuer le changement climatique, et notamment par différents leviers. Alors ces leviers-là, je vous ai mis les études toutes les études chez nous sont disponibles en ligne sur notre site internet. Il y a 2 études qui font consensus, enfin au moins une qui fait consensus aujourd'hui dans la profession. C'est la première qui a été menée par l'INRA. Donc, quelle contribution de l'agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis la deuxième, qui est plus récente, qui est une étude ADEME sur le projet Banco, qui est en fait un projet de recherche sur les freins socio-économiques, justement, à la prise en compte par les agriculteurs de pratiques allant dans le sens de l'atténuation. Alors, elles sont de 4 ordres, ces actions. Je n'ai pas le temps de les détailler là, mais vous avez tout dans l'étude. Il y a donc diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est stocker du carbone dans le sol et la biomasse. Et là, on a des projets intéressants. Peut-être que Sarah reviendra dessus. On a des choses en cours. Modifier la ration des animaux, aller réfléchir à l'apport de concentré, le type de concentré, la place du pâturage, la qualité du fourrage, et puis valoriser les effluents pour produire de l'énergie et réduire justement la consommation aussi d'énergie fossile. Ça, c'est simplement pour vous montrer les capacités de stockage. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Donc, c'est la capacité de stockage des sols. Donc, on est dans les 30 premiers centimètres du sol. Et on voit tout de suite que c'est effectivement la prairie et les forêts qui ont un fort pouvoir de captation du carbone. Les vergers et les cultures également. Et là, l'agroforesterie et également le replantage de haies prennent tout leur sens. Là, je vais me répéter un petit peu, mais c'est juste pour vous présenter ce qu'on a. Donc, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a un document qui regroupe un certain nombre de fiches dans un recueil agriculture-environnement qui est aussi téléchargeable.
Il y a stockage carbone également, et puis l'étude aussi sur les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables et des produits biosourcés. Et puis enfin, je voulais revenir en forme de question, c'est comment intégrer la lutte contre le changement climatique dans les stratégies agricoles. On commence à réfléchir à la rémunération des services environnementaux rendus par l'agriculture, production d'énergie renouvelable. J'en discutais avec quelqu'un de GRT Gaz tout à l'heure, comment rémunérer les agriculteurs qui se lancent dans cette aventure-là, au-delà du rachat de l'électricité ou du gaz. Le développement de filières biosourcées, ça on sait aussi que ce sont des voies d'avenir. Est-ce qu'il faut développer les aides publiques? Ça c'est la question, il va en être question aussi de toute façon cet après-midi. Mieux identifier l'éco-bénéfice, le stockage de carbone et la qualité des sols. Donc là, nous avons des programmes de recherche avec la Chambre d'agriculture. La gestion de l'azote et les enjeux de l'eau. Et puis surtout, communiquer, valoriser les actions des agriculteurs et l'évolution de la société. Les agriculteurs sont aujourd'hui vus très souvent comme des pollueurs, ce qui ne permet pas de passer des messages beaucoup plus optimistes et auxquels moi je crois, qui est de dire que tout le monde peut s'adapter, changer ses pratiques de manière à avoir des pratiques plus vertueuses qui permettront de s'adapter et atténuer le changement climatique. Et puis on est tous aussi des consommateurs et ça nous revient aussi à nous de réfléchir à quelle agriculture on veut demain, quel système alimentaire, et puis pouvoir aussi soutenir cette filière. Voilà. Merci pour la